Je vais vous faire une première présentation sur les batteries. Je vais essayer de ne pas marcher sur les pieds de la présentation de Didier Bloch qui arrivera plus tard dans la journée. Donc je vais rester plus focalisé sur les batteries, la technologie, la chimie qu'il y a à l'intérieur, etc. Et le lien qu'on peut faire avec les applications, notamment véhicules électriques. Alors, en fait, les batteries n'ont pas un seul grand critère qu'il faudrait maximiser, comme on entend souvent la densité d'énergie, mais il y a un grand nombre de critères de performance et sur lesquels on peut les juger. Et notamment, alors en termes de performance pure, effectivement, il y a la densité d'énergie, mais la puissance est aussi très importante selon l'application, selon le moment de l'application. Par exemple, quand je suis en train d'accélérer en voiture, le rendement énergétique est aussi quelque chose de crucial. Alors, peut-être moins sur le véhicule, mais beaucoup plus quand on regarde le stockage stationnaire, pour le stockage des énergies renouvelables, par exemple. Et puis, il y a un point important qui est la durée de vie. Donc, la durée de vie est limitée par plusieurs choses, notamment en nombre de cycles ou en durée de vie calendaire. C'est-à-dire la batterie, même si elle ne cycle pas, elle vieillit. Elle vieillira d'autant plus vite qu'il fait chaud, notamment, et qu'elle est très chargée. Et puis elle vieillit quand elle cycle. Après, toutes ces performances vont dépendre aussi des conditions de fonctionnement, notamment la température. Et notre batterie, elle va avoir des externalités. Donc déjà, il va falloir payer à l'achat. Il va y avoir des impacts environnementaux, on va regarder en détail en termes de CO2, en termes d'énergie nécessaire à la fabrication, de matières premières. Et puis, il va y avoir des problématiques de sécurité. Donc on va essayer d'optimiser l'ensemble et tout ça est plein de compromis. Alors déjà, si on regarde la densité d'énergie, on a tous en tête que la densité d'énergie ne fait qu'augmenter. Et donc effectivement, depuis 90 jusqu'à 2012, ça a suivi une belle courbe croissante et on pensait que ça allait continuer. Mais en 2018, alors ça c'est à l'échelle cellule, en 2018 on est là, c'est-à-dire que depuis 2012 en fait, les cellules n'ont quasiment pas progressé. Alors, pourquoi est-ce que ça commence à stagner? Essentiellement, c'est la même chimie qui est utilisée sur toute cette progression, ou des petites variantes, et les gains ont été faits sur les process, sur le fait d'arriver à mettre le maximum de matériaux actifs pour le minimum de matériaux inactifs à l'intérieur du godet. Donc d'avoir des éléments très fins, des tolérances de fabrication très fines, etc. Aller un peu trop loin, il y en a qui ont eu des problèmes de sécurité, qui ont dû retirer des téléphones du marché avec des belles contre-pubs. Et si on veut aller vraiment plus loin en termes de densité d'énergie, là on arrive proche d'une limite. Après, il faut avoir une rupture sur la chimie. Alors des ruptures sur la chimie, on peut en imaginer quelques-unes. J'en ai cité trois, là, le tout solide, le lithium-soufre, le lithium-air. Mais même avec tous ces gros changements qu'on peut imaginer, on peut guère penser avoir plus qu'un facteur 2 sur la densité d'énergie, c'est-à-dire passer de 250 à 500 Wh par kilo. Au-delà, ce ne serait pas très raisonnable d'espérer aller plus loin. Donc ça, c'est la densité d'énergie, mais ce n'est pas tout. Si je prends une courbe de décharge, donc là, ma batterie est chargée, je la décharge progressivement. Si je la décharge lentement, j'en tire une certaine énergie. Puis si je la décharge rapidement, déjà, il y a la résistance interne qui fait que la tension baisse. Et puis, on arrive plus rapidement en fin de décharge, donc la capacité baisse aussi. C'est-à-dire que je vais tirer plus de puissance, j'aurai moins d'énergie pour un même objet. Donc je vais choisir d'avoir plus de puissance ou plus d'énergie. Et après, dans la fabrication de l'objet lui-même, suivant les choix de conception que je fais de mettre des électrodes plus épaisses, de choisir des bornes de tension maximum, minimum plus élevées, je vais favoriser plus d'énergie ou plus de puissance. Donc on est souvent dans cette optimisation entre l'énergie et la puissance qu'on peut représenter sur un diagramme qui s'appelle Ragon. Donc on a la densité d'énergie d'un côté, en abscisse, et la densité de puissance de l'autre. Et là, on peut placer tout un tas de technologies, tout un tas de cellules. On voit que le lithium-ion, en fait, il récupère à peu près toutes les meilleures places ici.
avec des chimies, des conceptions plutôt typées énergie ou plutôt typées puissance. Pour aller encore plus haut en puissance, à très faible énergie, on a les supercondensateurs. Et puis les autres technologies sont plutôt en dessous. Il n'y a pas tout dans ce diagramme, hein. Il n'y a pas la durée de vie, il n'y a pas le coût, il n'y a pas plein de choses. Mais en énergie, en puissance, en performance pure, le lithium-ion a pris vraiment, on comprend qu'il prenne une grosse place du marché. Alors, je vous présente un deuxième compromis qui est entre la densité d'énergie et la durée de vie en nombre de cycles. Donc ici, c'est un exemple avec des batteries NiMH. Selon la profondeur de décharge qu'on utilise de la batterie, donc est-ce que je la décharge complètement ou est-ce que je fais des microcycles, on va avoir une durée de vie très différente. Par exemple, ici, ça, la Toyota Prius hybride qui utilise peut-être 10% de la profondeur de décharge des batteries et qui va pouvoir faire, on voit ici, je crois que c'est 1 million de cycles. Par contre, si on utilise la quasi-totalité de l'énergie disponible, on peut faire plutôt autour d'1 millier de cycles. Donc on voit que ce n'est pas du tout linéaire entre les deux. Ça, c'est avec des batteries stationnaires, mais l'idée est la même pour les batteries automobiles. Donc là, c'est un exemple sur la NiMH. Si on regarde en lithium-ion, c'est pareil. En lithium-ion, moins j'utilise la batterie, plus je peux faire beaucoup de cycles. Et puis j'ai mis un autre exemple là en lithium-soufre, donc qui est une technologie, une chimie en développement, encore prospective on va dire, où on voit qu'on sait faire des cellules à beaucoup plus forte densité d'énergie que les 250 que j'ai présentés. On arrive à aller toucher les 500. Par contre, à ce moment-là, on a 10 cycles. C'est beaucoup moins intéressant. Et avec la même chimie, on rajoute de l'électrolyte. On fait un design un peu différent, on baisse la densité d'énergie jusqu'à 300, 200, 100 Wh par kilo, et là on peut avoir plusieurs centaines de cycles. Mais si on se place à la densité d'énergie actuelle des lithium-ions, voilà, par là, et ben on a 100 cycles. Donc c'est pas encore compétitif. Par contre, voilà, si on arrive, il n'y a rien qui empêche d'espérer qu'on arrive à concilier un jour de la densité d'énergie avec de la cyclabilité sur le lithium-soufre et qu'on puisse du coup avoir quelque chose de très intéressant. Et quasiment je crois que c'est le dernier compromis que je vous présente. Là, c'est entre la puissance et la cyclabilité. Donc on a vu énergie-puissance, énergie-durée de vie. Là, c'est puissance et durée de vie. Donc si je prends une certaine cellule et que je la sollicite très fort en puissance, avec des sollicitations un peu de ce genre-là. Alors ça, c'était sur des chariots élévateurs, je crois, et c'était avec du plomb. Donc avec des forts courants dans un sens, dans l'autre sens. Hein. Donc j'ai une durée de vie qui va être assez faible. Donc là, c'était 200 cycles. Et puis maintenant, cette batterie, je l'hybride avec un supercondensateur qui va écrêter les pics de puissance, qui a très peu d'énergie, mais les grands pics de courant, il va les traiter à la place de la batterie. Et à ce moment-là, ma batterie, elle n'a plus que le rouge à faire. Et hybridé, je fais non plus 200 cycles, mais 4 ou 500. Donc cet exemple qui est pris sur une batterie plomb et des chariots élévateurs, en fait, est beaucoup plus général que ça. Et si on a des sollicitations de l'application qui sont très chahutées, on peut avoir intérêt à coupler une technologie plutôt d'énergie et une technologie plutôt de puissance pour, d'une part, améliorer le bilan de masse et de volume total, potentiellement, mais aussi améliorer la durée de vie de l'ensemble. Alors, un petit point sur la température qui a un impact négatif, alors les hautes températures, sur la plupart des chimies. Donc là, on a le plomb, lithium-ion, NiMH, nickel-cadmium, et on voit que à 25 degrés, si on prend une référence à 1, eh ben, on baisse en termes de durée de vie au fur et à mesure que la température augmente. Et à 50 degrés, on est bien bas. Alors, mais pour l'essentiel, c'est des chimies qui travaillent à 250, 300, 350 degrés, donc en fait la température ambiante n'a pas d'effet. Alors,
Maintenant qu'on a planté un peu tout ça, on peut essayer de voir comment les temps caractéristiques sur lesquels on va charger et décharger un système de stockage, une batterie, vont avoir un impact sur l'intérêt d'utiliser ce système-là plutôt qu'un autre. Quand je vais acheter une batterie, ça va me coûter un investissement initial, qu'on parle en coût économique, en coût écologique ou quoi que ce soit. J'ai un investissement initial et j'ai une durée de vie, donc calendaire, nombre de cycles. Si je suis sur des durées de stockage qui sont très longues, donc là je me mets par exemple en stationnaire et puis je vais charger l'été, décharger l'hiver, ou alors sur quelques mois. À ce moment-là, j'ai des grosses quantités d'énergie à stocker et j'ai un gros investissement initial. Par contre, je fais très peu de cycles. Donc mon gros investissement initial est peu rentabilisé. À l'inverse, donc à la fin il y a le graphique. À l'inverse, si j'ai des durées de stockage très courtes, donc je charge, décharge très vite, très souvent, à ce moment-là, j'ai un investissement qui est dimensionné par la puissance et pas par l'énergie parce que je vais très vite. Donc il y a une partie de l'énergie disponible dans mon système que je n'utilise pas. Et le coût par énergie déchargée devient prohibitif. Et la durée de vie, elle est limitée par le nombre de cycles et pas par le temps qui passe. Donc si je fais, alors c'est des chiffres arbitraires, mais si on regarde ce qu'on pourrait appeler le service sur coût, c'est-à-dire l'énergie totale qui est déchargée par la batterie, divisée par l'énergie qu'il a fallu pour la fabriquer, c'est une sorte d'IROI qui s'appelle ISOI, et qu'on regarde ça en fonction de la durée qu'on met à la charger-décharger, ça va nous donner quel est le temps caractéristique qui va bien pour la batterie. Alors les chiffres sont un peu arbitraires mais pas complètement, et on voit que donc quand on va vers les durées très longues, à ce moment-là notre batterie ne cycle pas assez pour qu'on la rentabilise, et quand on va vers les durées très courtes, en fait ses performances sont très dégradées parce qu'on tire beaucoup trop fort dessus en puissance. Et entre les deux ça se passe bien. On a une rentabilité énergétique qui est bonne. Et ce entre les deux, eh ben, il est autour de l'heure à la journée, quoi. De quelques heures à quelques jours, on va dire. Ça, on peut prendre les chiffres un peu dans tous les sens. On retombe toujours sur le fait que le domaine de pertinence de la batterie, c'est d'être cyclé autour de 1 fois par jour. Alors, si on regarde plus précisément en termes de coût, lequel on va charger, décharger, a un impact aussi sur le coût qu'on peut tolérer. Si je me place en stationnaire et que je veux que le fait de passer mon électricité par la batterie ne rajoute pas plus de, arbitrairement, 50 € par mégawattheure. Et je sais que ma batterie, de toute façon, elle ne va pas dépasser 20 ans, c'est déjà beaucoup. Alors je fais un cycle par jour, j'ai droit à un coût de batterie de 350 € par kilowattheure. Ça, c'est quelque chose qu'on peut atteindre. Si je fais un cycle par semaine, donc je prends ce chiffre-là, en gros, et je multiplie par le nombre de cycles. Hein. Si je fais un cycle par semaine, j'ai droit à 50 € par kilowattheure. Et donc là, 50 € par kilowattheure, c'est quelque chose qui est assez loin de ce qu'on sait faire aujourd'hui en termes de coût de batterie. Puis si je fais un cycle par an, là, il faut complètement chercher d'autres solutions. Donc en termes économiques aussi, c'est une déclinaison de cette réflexion-là. Mais en termes économiques, on voit que les coûts actuels et prévisibles de la batterie sont compatibles avec une utilisation peut-être 3 jours, allez, mais pas sur des durées plus longues. Il faudrait des stockages beaucoup moins chers. Après, je dis un mot sur le rendement. Alors, ça, c'est tiré de présentations qui sont plus générales sur le stockage, mais c'est quand même intéressant d'avoir ça en tête. Si je prends une électricité au départ qui vient de n'importe quel mode de production, qui a un coût et des impacts environnementaux par kilowattheure produit, et puis je l'utilise, donc ça me fait un coût et des impacts par kilowattheure consommé. Puis si entre deux je passe par un stockage, et que mon stockage a un rendement, alors là j'ai pris 25% de façon arbitraire, ben mon kilowattheure consommé il correspond à 4 kWh produits, et donc tous les coûts de production sont multipliés par 4. C'est-à-dire que le rendement a un impact important. Alors il se trouve que pour le lithium-ion,
le rendement est très bon. Le rendement à l'échelle de la chimie, c'est autour de 90-95%. Et si on met tous les convertisseurs, la gestion thermique, etc., on peut considérer qu'on tombe vers 80%, qui est encore un très bon rendement. Donc cet effet-là n'est pas très fort pour les batteries, mais il peut être fort pour d'autres systèmes de stockage. Si on revient sur les coûts, on avait parlé 350 € par kilowattheure, etc. Où est-ce qu'on en est? Alors ça, c'est les coûts des packs batteries pour véhicules électriques en fonction de l'année. C'est des chiffres de Bloomberg jusqu'en 2016, donc ça descend très bien. Et puis, il y a des... Alors les gens, ils font des extrapolations, jusqu'à combien ça va descendre. Donc ils extrapolent que ça va continuer à descendre. On ne sait pas jusqu'où. Et que du coup, les batteries vont devenir intéressantes par rapport aux véhicules, enfin les véhicules à batterie vont devenir intéressants par rapport aux véhicules thermiques. Alors, cette décroissance des coûts, je pense qu'il faut se méfier d'être trop optimiste pour deux raisons. C'est que les coûts baissent ou ont baissé parce que la densité d'énergie a baissé, mais ça on a vu qu'on est sur un plateau là maintenant, et parce que les procédés sont beaucoup montés en volume, et qu'à faire beaucoup plus de batteries, forcément on arrive à les faire pour moins cher. Alors, la densité s'améliore encore, mais dans le coût d'une batterie, le coût des procédés n'est plus largement dominant par rapport au coût des matériaux. On est plus ou moins à l'équilibre entre les deux. Donc ce qui me fait penser, mais c'est juste un avis, ce qui me fait penser que la baisse qu'on a observée devrait quand même significativement ralentir. Alors je vais rentrer un peu plus dans... Moi j'ai fait 20 minutes là à peu près. Je vais rentrer un peu plus dans la technologie. Au départ, les batteries au lithium, c'était une électrode de lithium métal. Et puis,